Florence Janicatrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université Lille 1 et vous co-signez avec Jean Gadret les nouveaux indicateurs de richesse dans la collection Repères des éditions à la découverte. C'est la 4e édition qui vient de sortir. Alors dans ce livre, vous rappelez les limites du PIB et vous détaillez toute une série d'indicateurs alternatifs qui visent à mieux mesurer le bien-être. Alors des indicateurs de développement humain jusqu'aux indicateurs environnementaux ou à composante sociale. Je voudrais qu'on parle plus spécifiquement du PIB aujourd'hui. C'est vrai que ce PIB, il est critiqué, mais il domine encore aujourd'hui les débats. Ça reste une boussole incontournable. Alors pourquoi, à votre avis ? Vous avez raison, il en est ainsi en fait d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques, ou voire parfois indicateurs sociaux qui d'une certaine manière sont devenus des conventions tellement ancrées qu'ils deviennent des ressources et des contraintes pour l'ensemble des individus qui les utilisent. Ils deviennent presque comparables à des règles de droit et cet ancrage et cette institutionnalisation fait qu'il est quand même très difficile d'accepter d'une part qu'on réouvre la boîte noire en essayant de pointer les conventions qui ont présidé un peu à leur élaboration, là pour le coup pour le PIB au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite d'essayer de voir comment les amender, comment éventuellement les mettre un peu de côté pour aboutir à d'autres indicateurs. Alors c'est vrai que tous ces indicateurs alternatifs, ils forment en quelque sorte une mosaïque. Est-ce qu'il faut en déduire que le PIB, on n'a pas d'équivalent en termes de puissance synthétique? On n'a aucun indicateur qui permet des comparaisons aussi pertinentes à la fois dans le temps et géographiquement? En fait, si vous voulez, dans votre question, il y a deux éléments, me semble-t-il. D'abord, il y a la question de l'indicateur synthétique. C'est vrai qu'au fond, dans nos sociétés qui sont un peu gagnées par cette frénésie du chiffre, c'est assez commode d'avoir l'indicateur du PIB et de la croissance économique comme un peu première boussole, parce que, en quelque sorte, on se dit qu'on voit un peu le cap que nos sociétés ont, et c'est un peu ça toute la force aussi de l'indicateur du PIB, c'est que c'est devenu une forme d'indicateur de finalité. On va chercher la croissance par tous les moyens, en quelque sorte. Donc c'est évidemment très difficile de se dire qu'on va pouvoir aujourd'hui déloger le PIB avec une sorte de substitut qui viendra incarner l'ensemble des nouvelles dimensions dont il nous faudrait prendre compte, parmi lesquelles évidemment la dimension sociale et la dimension écologique, parce que cet indicateur qui viendrait, ou ces indicateurs qui viendraient essayer de compléter ou de se substituer au PIB, ils visent quoi? Ils visent au fond à essayer de nous donner une nouvelle trajectoire pour être sur un développement soutenable, la soutenabilité envisagée sous ces deux dimensions. Et évidemment, donc ça apparaît une sorte de magie que de vouloir substituer un indicateur à un autre, parce qu'en réalité, lorsque on regarde les choses de près, qu'on essaye de se dire comment on pourrait combiner différentes dimensions, on se rend compte que lorsqu'on travaille sur un indicateur synthétique, eh bien, les dimensions viennent toujours d'une certaine manière se substituer, elles viennent construire une forme de substituabilité de l'une dimension par rapport à l'autre. Les phénomènes viennent se compenser et du coup, les indicateurs un peu synthétiques ne permettent pas de penser les irréversibilités qui sont pourtant quelque chose de très criant dans nos sociétés contemporaines. Et le dernier point, si je peux me permettre, c'est que évidemment, il faut aussi penser, lorsqu'on pense nouveaux indicateurs, il faut penser vraiment les processus par lesquels des institutions, des acteurs, des réseaux d'acteurs viennent en quelque sorte fabriquer une nouvelle légitimité pour un indicateur. Parce que vous et moi, on peut construire un indicateur sur un coin de table, c'est pas très difficile. La question essentielle qui se pose, c'est de savoir par quel processus tel ou tel indicateur va gagner en légitimité. Et évidemment, pour cela, il faut travailler avec l'ensemble des sciences sociales. Alors, pour en revenir au PIB, il vaut mieux s'en débarrasser complètement ou alors, au contraire, travailler sur des pistes d'amélioration en y intégrant la notion de qualité, par exemple, ou alors les dégradations de capital environnemental? En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, la question ne peut pas être posée sous cet angle-là, parce que le PIB est une institution, en quelque sorte. C'est quasiment une règle de droit, et donc il faut simplement le laisser là où il est. Il est tout à fait intéressant pour nous indiquer un petit peu quelle est la densité de l'activité économique sur un territoire donné. Mais la grande difficulté de nos sociétés, c'est qu'en quelque sorte, de cet indicateur de moyens, on en a fait une fin. Au fond, on a ce sentiment que tant qu'on n'a pas fait... alors au départ, il y a quelques années, on disait 3%, aujourd'hui on dit 1,5% de croissance, alors on a le sentiment qu'on est dans une forme d'impossibilité d'une action individuelle ou collective. Donc je pense qu'il vaut mieux se poser la question différemment, laisser le PIB là où il est et essayer de dire quel est le type de société que nous voulons pour gagner en soutenabilité à la fois sociale et environnementale. Et là, du coup, on s'engage soit vers d'autres indicateurs,
indicateurs, soit éventuellement d'ailleurs sur des projets politiques qui pourraient aussi se débarrasser des indicateurs. Mais j'en viens à une dernière question qui était implicite dans votre élément, c'est est-ce qu'au fond, la bonne voie, ça serait d'ajuster le PIB? C'est ça qu'il y a derrière votre question. Est-ce qu'on peut l'ajuster en monétarisant, par exemple, en se disant il y a des choses que le PIB ne compte pas et qu'on pourrait ajouter au PIB? Alors évidemment, c'est une voie séduisante. De nombreux auteurs s'y sont essayés, depuis Kuznets en 1945, mais aussi Nordhaus et Tobin dans les années 70. Et c'est assez intéressant parce qu'au fond, on vient essayer d'appliquer une sorte de valeur monétarisée à des choses qui n'ont pas forcément de prix ou de coût pour l'instant. Par exemple, on donne une valeur monétaire à l'activité domestique. Vous savez, celle-là même qui est encore réalisée aux 2/3 par les femmes et qui, évidemment, est extrêmement importante pour que nos sociétés tiennent et qu'elles soient d'une certaine manière soutenables. Alors, il y a des travaux qui ont été menés depuis le début des années 70 et qui essayent de monétariser ça et qui disent, par exemple, que si on ajoutait cette activité, ce que je ne suggérerais pas de mon côté, mais si on ajoutait cette activité au périmètre du PIB, on viendrait l'augmenter de 30%, ce qui montre à quel point ces activités sont importantes. On pourrait aussi ajouter les activités bénévoles. Mais on pourrait aussi, c'est ce que font par exemple les PIB verts, ou en tout cas ces tendances à essayer de mesurer une forme de croissance verte, c'est d'essayer de déduire de ce produit intérieur brut tout ce qui, en quelque sorte, serait l'équivalent d'un coût sur le patrimoine, en quelque sorte. Donc on viendrait déduire le coût de dégâts écologiques. Évidemment, tout ça est séduisant, mais évidemment, la grande difficulté, c'est qu'on est obligé de passer par le prisme de l'unité monétaire et d'affecter un prix et un coût à des choses qui n'en ont pas forcément. Et ça, c'est de mon point de vue, à la fois un intérêt, mais aussi peut-être une impasse à moyen terme. Pour terminer, Florence Giannicatrice, la comptabilité nationale, elle s'est constituée sur un corpus keynésien qui décrit l'économie en circuit. Est-ce qu'avant de changer l'indicateur de PIB, est-ce qu'il faut changer de corpus idéologique? Est-ce qu'il faut redéfinir l'économie pour retrouver un indicateur qui décrit mieux cette économie? Votre question est assez étonnante d'une certaine manière puisque, au fond, nos sociétés ne sont pas aujourd'hui, au XXIe siècle, complètement empreintes d'une idéologie ou d'une doctrine keynésienne, loin s'en faut. Et en même temps, c'est vrai qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les systèmes de comptes nationaux ont été élaborés, ils l'ont été extrêmement imprégnés par tout ce cadre et ce corpus théorique. Mais si vous lisez les travaux, par exemple, d'un sociologue qui s'appelle François Fourquet, qui a intitulé son ouvrage dans les années 80, Les Comptes de la puissance, vous y lirez aussi une autre histoire, une autre genèse de l'élaboration à la fois des systèmes des comptes nationaux et du produit intérieur brut, beaucoup plus fondée sur l'idée de la puissance très industrialiste avec une sorte de volonté de trajectoire de croissance pour construire une nouvelle puissance des nations. Et là, on pense à la Chine. Par exemple, mais aussi on peut penser à l'idée qu'à l'époque, on n'était pas du tout imprégné par des questions écologiques, peut-être aussi moins féministes. Enfin voilà, en tout cas, on pourrait aborder les questions sous cet angle-là. Mais il y a aussi une autre chose qu'on pourrait dire, c'est que, au fond, le PIB et le système de comptabilité nationale ne sont pas restés en l'état. Entre 1945 et aujourd'hui, il y a eu des tas de petites innovations, plus ou moins discrètes, plus ou moins radicales, et qui ont fait que, en tout cas, c'est une hypothèse que je mets dans le débat public aujourd'hui, qui ont fait que les systèmes de comptabilité nationale, d'une part, mais les principaux indicateurs macroéconomiques, d'autre part, qui nous gouvernent, n'ont plus grand-chose à voir avec l'inspiration keynésienne qui était celle de 1945. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Florence Giannicatrice. Je vous remercie. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre, Les nouveaux indicateurs de richesse, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci à vous.